Nous en venons à la discussion générale. La parole est à Monsieur Jacques Craval pour le groupe RDP pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues, vous connaissez les propositions que je porte ici dans cet hémicycle. Je les ai déjà fait valoir devant vous en première lecture. Elles sont celles d'une très grande majorité d'élus du département de l'Aisne et d'une grande partie de ses habitants. Porter leur voix ici même est mon engagement. Y défendre leur intérêt est la seule motivation qui m'anime. Aussi, concernant le sujet en débat cet après-midi, je m'attacherai bien plus aux principes et à la logique qu'à la carte en elle-même. En effet, on nous parle d'économies d'échelle sans jamais les avoir démontrées. Et les questions sans réponse sont multiples, notamment sur les compétences, sur les modalités de financement, sur le calendrier. Il faut le reconnaître, tout n'est que confusion. Le débat sur la carte de la réforme territoriale aurait gagné à voir ces sujets traités ensemble, globalement, et non scindés les uns des autres. Certains de nos collègues ont parlé de saucissonnage ou de charcutage des territoires. Ce projet va finir par être indigeste pour beaucoup d'entre nous, tant il est éloigné des préoccupations de nos concitoyens. Au-delà de nouveaux périmètres censés être indispensables pour affronter les grands défis de l'avenir, je reste convaincu que le seul argument qui vaille n'est pas seulement celui de la taille des régions, mais bien plus celui des synergies effectives ou potentielles, économiques, démographiques, de flux, des infrastructures, qui existent entre les territoires eux-mêmes, en lien avec les métropoles voisines. C'est le cas pour le département de l'Aisne, avec la métropole rémoise et avec la région Champagne-Ardenne. Et Monsieur le Ministre, si la carte idéale n'existe pas, comme vous le dites et le répétez, et vous avez raison, nous devons néanmoins la faire progresser encore et encore. Mais pour cela, il faut le vouloir. Il faut non seulement écouter, mais aussi entendre les élus et les populations qui émettent d'autres avis. Le débat n'a de véritable intérêt au plan parlementaire comme au plan politique que s'il conduit chacun, fort de ses convictions, à aller au bout de son raisonnement, tout en essayant dans ce mouvement de bâtir un compromis avec l'autre qui éventuellement ne pense pas comme lui. C'est vous, Monsieur le Ministre, qui exprimez ces mots au Sénat et je le reprends et je vous dis, vous avez raison. Et vous avez rappelé compromis, consensus dans votre intervention. Pourtant, force est de constater que les compromis proposés par nos collègues sénateurs n'ont pas fait long feu dans la moulinette de la Commission des lois. Il en va de même avec les nombreux échanges que nous avons eus avec le collectif du département de l'Aisne, que ce soit avec Monsieur le Président de la République, avec vous-même, avec Monsieur le Secrétaire d'État André Vallini, Monsieur le Directeur de cabinet du Premier ministre ou encore avec Monsieur Carlos da Silva, rapporteur de ce projet de loi. À la fin de nos aimables entretiens, il nous a toujours été dit que nos propositions étaient pleinement justifiées et qu'évidemment, l'Aisne n'avait rien à faire dans cette nouvelle région, ce qui est très agréable à entendre, j'en conviens, mais sans être jamais réellement pris en compte. En d'autres termes, cause toujours et nous ferons ce que l'on voudra. Vous comprendrez ainsi mon manque d'enthousiasme au moment de s'engager dans cette deuxième lecture. Pourtant, en faisant fusionner la Picardie et surtout l'Aisne avec le Nord-Pas-de-Calais, on ne suscite rien d'autre que de l'incompréhension dans le département, mais aussi pour certains élus du Nord-Pas-de-Calais, sans évoquer Madame Martine Aubry ou bien d'autres encore. Le sénateur Michel Delbarre, devant vous, l'exprimait clairement. Je le cite,
Le Nord-Pas-de-Calais n'a rien à voir avec la Picardie dans le domaine des coopérations et des perspectives de développement. Que l'avenir économique de ces territoires était orienté vers la Belgique et vers le nord de l'Europe et non vers le sud ou l'est. Alors, Monsieur le Ministre, nous pouvons nous entendre sur le fait qu'il est cohérent de rapprocher la Somme au Nord-Pas-de-Calais, mais la Picardie, ce n'est pas que la Somme. L'Aisne n'a jamais été picarde et nous ne serons jamais davantage nordistes. Monsieur le Ministre, il n'y a pas d'élément cohérent pour légitimer le mariage contre nature. Et au Sénat, vous avez eu bien des difficultés à trouver des arguments pour le légitimer. Ainsi, vous avez évoqué comme seule coopération de partenariat entre l'UTC de Compiègne et l'Université de Lille. Je trouve que c'est un peu maigre, surtout quand il en existe entre de multiples établissements d'enseignement supérieur de Picardie avec l'Université de Reims. Et nous disposons d'une véritable étude d'impact qui justifie la pertinence du rapprochement avec la Champagne-Ardenne. Elle est ici, Monsieur le Ministre, je viens de vous la montrer. Nous attendons en vain celle qui a présidé à la fusion Picardie-Nord-Pas-de-Calais. Mais bien sûr, nous le savons, il n'y en a pas. Ce choix repose sur des arbitrages partisans avec des favoritismes pour un tel et non pour une telle. Pour ma part, je préfère me référer aux évidences. Reims, 12e ville de France, située au croisement de la Picardie et de la Champagne-Ardenne, ainsi au croisement des autoroutes A4 et A26, qui assurent le lien entre ces deux régions. Comme vous l'ont rappelé les trois sénateurs de l'Aisne, Yves Daudigny, Antoine Lefebvre, Pascal Gruny, tous trois sont hostiles à votre carte. Les 2/3 des territoires du département de l'Aisne sont engagés depuis de nombreuses années dans une politique de métropolisation autour de la ville de Reims à travers un pôle nommé G10. Aussi, sur le plan économique, nous pourrions évoquer l'un des rares pôles industriels et agro-ressources de compétitivité à vocation mondiale. Nous pourrions tout aussi arguer du fait qu'après la Marne, nous sommes le premier producteur de champagne, 4 milliards d'euros dans notre PIB. Dans ce sens, il apparaît indispensable que nos départements puissent recourir d'emblée à leur droit d'option pour faire valoir leur choix. Vous dites que le droit d'option pourrait être un droit à l'instabilité territoriale, Monsieur le Ministre. Ce n'est pas respectueux pour les élus départementaux. L'instabilité n'est pas le fait des élus, mais plutôt le résultat de la méthode utilisée dans le cadre de cette réforme. Le droit d'option, ce n'est pas ouvrir la boîte de Pandore, mais c'est ouvrir le débat. C'est donner la parole aux élus de proximité de terrain. Au Sénat, vous avez affirmé vouloir maintenir le conseil départemental. C'est une bonne chose pour la ruralité. Mais tout de suite après, vous limitez sa liberté d'action en cadenassant le droit d'option. C'est incompréhensible. Faites confiance aux élus, au peuple, et faites vivre la démocratie. Vous prenez la confiance, mais vous la refusez aux élus. Oui, il faut un droit d'option qui donne la liberté de choix aux élus départementaux et applicable rapidement. Voilà le sens des amendements que nous avons déposés. Si vous les refusez, alors ayez l'honnêteté politique d'abroger purement et simplement le droit d'option, qui ne sera alors qu'un simple miroir aux alouettes. N'écrivons pas dans la loi un texte qui ne serait pas applicable, cela n'aurait aucun sens. Et bien évidemment, je me félicite des annonces faites par le président de la commission des lois tout à l'heure. Ce droit d'option doit nécessairement être mis en œuvre dans des conditions différentes que celles pressenties. En effet, il est anormal que la région d'origine ait un droit de veto sur ce que la population d'un département déciderait pour elle-même. Je reste, au-delà de tous ces propos, je reste un partisan de la réforme territoriale pour plus de clarté, pour plus d'efficacité, mais à la condition que l'on se base sur les réalités du terrain et que l'on respecte la volonté des populations de nos territoires et la parole de leurs élus, mais aussi que cette réforme permette des perspectives de progrès et de développement. La carte que vous proposez pour le département de l'Aisne, avec le droit d'option tel qu'il est proposé, ne nous offre malheureusement aucune de ces perspectives. Monsieur le Ministre, mes chers collègues,
Comment pouvez-vous ne pas entendre ce qu'écrivait Jean de La Fontaine? Je suis un homme de Champagne. Oui, une majorité d'actionnaires sont des femmes et des hommes de Champagne. Je vous remercie de les entendre.